Donc là, c'est bon, partager. Hop, affichage, mode lecture. OK. Donc, bonjour à tout le monde, hein, bienvenue ce jeudi 6 février au webinaire du dispositif ETE de la MAPES qu'on a intitulé La GTB, un outil puissant pour maîtriser vos consommations d'énergie. Comment bien la choisir, bien l'exploiter, quelles sont les clés de réussite. Donc voilà, c'est parti pour une heure et quart avec un échange de questions-réponses. Quelques règles que je disais au début, couper les caméras, couper les micros, les questions dans la boîte de dialogue et ce webinaire est enregistré. Pourquoi on a fait ce webinaire? Voilà, c'est quand même un besoin qui est issu des remontées terrain. Les consignes vont faire monter quand même pas mal de questionnements sur cet outil. Également un besoin des conseillers de monter en compétences parce que c'est un sujet quand même qui est assez technique, assez vaste, qui peut devenir assez pointu. Donc voilà. Une obligation réglementaire qui approche, le décret Bax, j'y reviendrai rapidement tout à l'heure. Ce sujet peut être un sujet complexe, mais qui a quand même des gains derrière très importants, on le verra tout à l'heure, donc c'est quand même quelque chose à creuser. Et généralement, ce qu'on voit sur des établissements qui en ont déjà, c'est souvent un PC dans un coin, là, dans le bloc informatique, qui est plein de poussière. Donc, ce système, des fois, ne sont pas ou peu exploités. Donc, comment remettre un petit peu ça aux normes? À savoir qu'il y a très peu de webinaires actuellement sur ce sujet. C'est une première pour nous, donc on teste de répondre à ce besoin. Donc, on espère forcément qu'on va répondre à votre besoin, car ce sujet est quand même vaste et complexe. C'est pour ça que je me permettrai, à la fin de ce webinaire, de vous envoyer un questionnaire de satisfaction pour savoir si on a tapé dans le mille ou pas, et si on n'a pas tapé dans le mille, où est-ce qu'on aurait dû taper, pour potentiellement faire un deuxième webinaire par la suite pour répondre encore plus à vos besoins. N'hésitez pas à être franc et franche là-dessus. Rapidement, les participants, 140 personnes, 45% d'établissements de santé en Pays de Loire, 7% de conseillers énergie collectivité Pays de Loire, une journaliste, 25% de conseillers énergie santé sur le national et à peu près pareil d'établissements de santé national. Voilà un petit peu qui est là aujourd'hui. Et maintenant, je vais laisser rapidement la parole aux deux intervenants. Nous avons la famille aujourd'hui, le père et le fils, pour ce webinaire. Donc, je vais rapidement les laisser se présenter. Vas-y, Corentin, si tu veux commencer. Donc, Corentin Faure, moi, je suis le CT2ES, donc conseiller en transition énergétique et écologique en santé pour le groupement donc, APF, APA, l'AGIA, les œuvres de Penbron et l'IGIAC. Et je suis en poste depuis le 1er septembre, là, actuellement, pour ces associations. Merci beaucoup. Donc Jean-Luc Faure, donc moi je suis enseignant à l'Université de La Rochelle au département génie civil. Donc on a un gros département de 600 étudiants avec une formation qui démarre de la licence 1 jusqu'au master 2 avec un master qui s'appelle le master GI3ER, gestion et intégration de l'énergie et des énergies renouvelables. Et d'ailleurs où Johan est issu de cette formation, donc je l'ai eu comme étudiant il y a 7-8 ans peut-être maintenant. Et Corentin aussi, je l'ai eu un petit peu en stagiaire pendant 2 mois. Donc, un peu, c'est des jeunes que moi, j'ai pu former. Et donc, on forme justement à ces métiers un petit peu de l'expertise. Et les points forts de ces formations Bac+5, justement, c'est de former des profils dont on a beaucoup besoin aujourd'hui sur le marché français, c'est-à-dire sur l'intelligence des bâtiments. C'est entre autres un des points forts de notre formation. Et c'est un des modules dont je m'occupe d'ailleurs dans cette formation. Donc, voilà, je vous en dirai plus tout à l'heure. Nickel, merci beaucoup. Pendant ce webinaire, je serai également le maître du temps. Donc, Corentin et Jean-Luc, m'en voulez pas si à un moment je vous speed un petit peu, parce que voilà, on a fait les répétitions, on a vu qu'il y avait quand même, c'était assez conséquent, donc je me permettrai de jauger un petit peu ça. Je m'excuse par avance. Rapidement, le sommaire, donc une petite intro, la cartographie des conseillers en Pays de Loire, le contexte énergétique, les aides financières sur les GTB, GTC, retour d'expérience œuvre de Penbron, retour d'expérience d'un projet au CH de Niort et comment se former. Voilà ce que vous allez avoir pendant à peu près une heure. Donc, l'introduction rapidement, des petites phrases qu'on retrouve. Réduire la consommation énergétique d'un bâtiment repose en partie sur la bonne gestion et l'optimisation de ses équipements. Éclairage, chauffage, climatisation, ventilation, autant de postes de consommation qu'il convient de réguler afin de garantir la performance énergétique tout en assurant le confort des occupants.
Ça ne va pas être ça tout le temps, je ne vais pas tout lire tout le temps, hein, c'est juste la première. La GTB nécessaire pour garantir l'efficacité énergétique d'un bâtiment lors de son exploitation. Cet outil permet de superviser l'ensemble des équipements dans le but de contrôler et assurer le confort des occupants, participer à la bonne performance des installations techniques et communiquer de façon centralisée un ensemble d'informations utiles. Pourtant, sa conception n'intègre pas toujours le potentiel d'optimisation énergétique qu'il est possible d'en tirer. Troisièmement, une GTB bien exploitée permet de faire 15 à 30% d'économie d'énergie. On le verra tout à l'heure. Et je vous ai mis à la fin de cette slide notre onglet, GTB GTC sur la base documentaire, un petit guide méthodologique du CEREMA, qui n'est pas trop mal fait sur comment choisir sa GTB GTC et quels points de vigilance y associer. Et enfin, un webinaire qui a été fait il n'y a pas longtemps par le réseau des CTES de Normandie, qui était une méthode outil de plan de comptage. Voilà pour ça. Rapidement, les conseillers en Pays de Loire, donc on est 12 actuellement, 5 conseillers en maîtrise de l'énergie et 5 CTEES comme Corentin, qui ne sont pas rattachés à un département, mais à un organisme gestionnaire ou groupement d'organismes gestionnaires. Et Lucie Lefloc et moi-même qui coordonnons ce réseau. Les petites têtes de tout le monde, comme d'hab, avec les contacts et les numéros de téléphone si vous voulez les contacter. Voilà, donc la santé en Pays de Loire, c'est 1633 structures, 200 sanitaires, 1432 médico-sociales. Donc voilà le parc, le terrain de jeu que nous avons en Pays de Loire pour mener et les aider à structurer une démarche d'efficacité énergétique. Oh, ça passe plus. Voilà. Donc, le dispositif ETE, rapidement, on a une offre de service globale. Donc, voilà, il y a plusieurs items. Donc, on propose des fiches retour d'expérience, des fiches boîte à outils, un programme d'animation. Vous avez dû le voir avec des matinées énergie, une matinée d'Alkia au CHU d'Angers bientôt qui va être très intéressante. On vous propose des webinaires avec différentes thématiques comme aujourd'hui. On a des newsletters, des aides financières, une veille réglementaire. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter pour ne louper aucune information. Un petit onglet sur le contexte énergétique actuel. Je ne sais pas si vous avez vu, mais voilà, c'est un petit peu tendu en ce moment pour certains établissements. 3 outils indispensables, un suivi énergétique, un plan d'action qui vous permet de faire des actions à moindre coût et efficaces sur votre site, et une base documentaire d'une trentaine d'onglets. Et enfin, on a créé depuis peu le parcours énergie, c'est-à-dire que même sans être expert, avec ce flyer, ce parcours, vous pouvez tout seul, au sein de votre site, si vous prenez le temps de le faire, bien évidemment, commencer à mener votre démarche d'efficacité énergétique. Rapidement, le contexte énergétique, et vous allez voir, je vais faire cette partie en 15 secondes top chrono. Le décret tertiaire, je passe, mais bon, voilà, j'espère que ce mot parle à tout le monde. L'augmentation du prix de l'énergie, bon, on l'a tous vu, je ne m'attarde pas là-dessus. Rapidement, juste le décret BAX, d'ici 2025, tout établissement ayant une puissance nominale cumulée supérieure à 290 kW devra s'instrumenter d'une GTB GTC de classe A ou B. Voilà. Je ne rentre pas dans le détail aujourd'hui, ce n'est pas le but de ce webinaire analyse du décret BAX, il y en aura plein qui vont arriver dans les mois à venir, mais souvenez-vous quand même de cette date, instrumentation, automatisation des systèmes pour 2025. Des aides sont là actuellement sur ça. Avec le dispositif ETE en santé en Pays de Loire, on peut venir vous aider jusqu'à 50%, je dis bien jusqu'à 50% sur tout ce qui est outillage et instrumentation, et notamment, du coup, la GTB et la GTC. Autre aide, là, au niveau national, cette fois-ci, il y a une bonification sur la fiche C2E de la GTB-GTC. Vous avez ici les liens à la fiche BAC TH 116 avec un petit flyer boîte à outils qu'on a fait. Donc, il y a plus 150% d'aide sur l'existant et plus 100% d'aide sur le neuf par rapport à la fiche de base. Là, c'est le petit flyer qu'on a fait. Toutes les infos sont là-dedans, donc je vous invite à aller le télécharger. Donc, effectivement, je sais pas le but aujourd'hui, peut-être que je vais vite, mais pas de panique. Là, je vous donne vraiment les grandes lignes là-dessus. Voilà, donc il faudra bien mettre en place un système de régulation de type A ou B. Ici, il y a 4 classes de GTB, GTC. Donc, c'est bien soit installation AB, soit un passage d'une GTB classe C ou D à une GTC de classe A ou B. Voilà, ce n'est pas un simple régulateur, la classe A ou B, c'est quand même un investissement non négligeable qui se cache derrière, d'où les aides
qui sont actuellement proposées. Je rappelle deux aides, le dispositif ETE en santé en Pays de Loire jusqu'à fin 2023 et les bonifications C2E nationales jusqu'à fin 2023 également. On vous a proposé ici un petit exemple pour voir un peu ce qui peut se passer sur la fiche C2E. Donc, vous êtes un EHPAD de 4000 m² au gaz de ville qui fait le chauffage et l'eau chaude sanitaire et vous êtes à Ancenis. Donc, vous êtes un bâtiment de santé, coefficient 170 avec un combustible gaz. Vous êtes dans la zone climatique H2, donc un coefficient de 0,9 et vous avez une surface de 4000 m². Quand on fait le produit de ces trois valeurs, on trouve 612 000 kWh Qmac. Si on estime un coût du kilowattheure Qmac à 8 € du mégawattheure, c'est un peu le coût actuel, ça veut dire que vous avez une aide avec la fiche C2E de 4 896 €. Avec le coup de pouce de la bonification qui est jusqu'à fin 2023, sur de l'existant, vous avez 50%, ce qui passe à 7 300 €, et sur le neuf, vous pouvez atteindre quasiment 10 000 € d'aide. Voilà, c'est un exemple assez rapide, mais qui permet un peu d'illustrer ce dont vous pouvez bénéficier en aide pour la fiche C2E. C'était très speed, j'ai parlé très vite, c'est pas grave, dans tous les cas, il y a le replay et il y a le support. L'information à passer dans ce que je voulais dire ici, Decrebax, avec les deux types d'aides, qui sont Au niveau du frigo associés. de l'infirmerie. Alors, il y a peut-être un frigo dans l'infirmerie, effectivement. D'accord. Voilà. Merci de couper le son toujours. Et je passe du coup maintenant la parole à Corentin pour son retour d'expérience sur les œuvres de Pindron. Merci Johan du coup, pour toutes ces explications. Du coup là, l'objectif, ça va être de vous présenter rapidement ce qu'on a fait, enfin rapidement, le plus détaillé possible, mais dans le temps imparti, une étude qu'on a fait en fait donc en décembre dernier sur l'association du coup des aides de Penbron. Donc vous voyez le bâtiment ici à gauche qu'on a étudié. Donc c'est un bâtiment qui est situé à Saint-Nazaire, d'une surface de 10 000 m². Il a été construit en 2010, donc assez récent. Et dessus, en fait, on a une GTC de marque Deltador qui est en place actuellement. Donc là, l'objectif, ça va vraiment être de vous présenter toute l'analyse qu'on a fait et les solutions qui sont disponibles face à chaque problématique et les gains qu'on peut en faire du coup à la fin. Donc, juste rapidement, au niveau de la structure de la GTC, donc on a 5 onglets sur cette GTC. Ça peut être différent sur d'autres, mais celle-ci est quand même bien structurée, c'est un bon exemple. Donc ici, on a un premier onglet, donc bâtiment, avec tous les plans et puis toutes les petites infos de sonde de température intérieure sur les 3 niveaux du bâtiment. On a une autre partie production, donc avec toute la partie schéma de principe, hydraulique, etc. Donc que ce soit pour le chauffage, mais aussi l'eau chaude sanitaire et autres. On a aussi des tableaux, la partie tableau électrique, la partie ventilation, donc des schémas aussi de tous les systèmes de ventilation avec les paramètres disponibles et autres, et une autre partie comptage, où on a un comptage en fait, on a plusieurs petits compteurs installés et puis gros compteurs installés sur tout le bâtiment, avec du coup des analyses faites à partir de croquis ou autres qui permettent de faire ressortir des informations de surconsommation ou autre. Donc voilà pour la structure. Donc là, je vais vous expliquer un petit peu rapidement comment est-ce que le bâtiment est chauffé. Donc ici, on a une installation avec 2 chaudières gaz à condensation en cascade. On a plusieurs départs, donc des départs pour des batteries chaudes, donc pour une balnéo, départs pour de l'eau chaude sanitaire et des départs pour tout ce qui est radiateur, centrale de traitement d'air. Donc c'est à partir de schéma de principe qu'on est parti pour débuter notre analyse et de tous ces différents paramètres. Donc par exemple, on a utilisé les températures de chauffe les températures du brûleur, les températures, le paramétrage de la cascade chaudière. Ça, c'est tous les paramètres qu'on peut retrouver sur les GTC qui sont vraiment importants à avoir. Les températures de retour de chauffage pour voir si on condense bien au niveau des chaudières. Les températures de départ des chaudières pour connaître le cycle de fonctionnement des chaudières. Et après, du coup, tout ce qui est loi d'eau avec les 23 voies sur chaque départ de chauffage ou du coup, là, au niveau des bassins d'eau chaude. Les températures de départ de chaque réseau. Donc ça, on a plein de données sur plusieurs mois, plusieurs années, savoir comment se comporte en fait chaque température, par exemple, pour ces paramètres. Donc là, les températures des pièces, donc voir tout ce qui est réduit nocturne, etc., on peut les avoir à partir de ça. Et après, du coup, les fonctionnements des pompes, est-ce qu'on est constamment en marche ou est-ce qu'on fait du marche-arrêt? Donc ça nous donne vraiment pas mal d'informations. Donc nous, on s'est vraiment basé sur ça pour débuter notre analyse et puis d'autres paramètres qu'on peut aller chercher un peu plus spécifiquement sur d'autres zones.
Donc, première analyse, donc en fait, on a analysé donc, tout ce qui est la régulation des radiateurs. Donc, à chaque fois, on a une partie problématique et après, sur la slide d'après, on répond avec une optimisation, enfin plusieurs optimisations qui répondent à ces problématiques. Donc, ici, on a remarqué qu'on avait des températures de consigne de 23 degrés, donc, enfin même des températures ambiantes de 23 degrés, donc peut-être des consignes un peu plus hautes, et des réduits qui sont non optimisés. Et là, ce qu'on recherche, nous, en termes de température sur ces zones-là, c'est à peu près 20 degrés. Donc, on a 3 degrés à aller chercher, plus des réduits mieux paramétrés. Ensuite, on a des réduits nocturnes, donc abaissement de la loi d'eau et aucun arrêt des pompes de circulation. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, actuellement, le réduit, on a une loi d'eau et en fait, ils abaissent juste la loi d'eau. Donc, on a les pompes de circulation qui tournent toute la nuit, les chaudières qui tournent toute la nuit aussi, au lieu de simplement arrêter les pompes pour laisser le bâtiment descendre en température, donc gain en électricité et puis en consommation au niveau des chaudières, ce qui permet en fait, après de moduler avec toujours la même loi d'eau la température du bâtiment à, par exemple, 16 degrés. Et après, on n'a aucun zoning de chauffage réalisé, ce qui est le premier point le plus important pour savoir ce qu'on veut réellement comme température dans la zone et les occupations du coup de ces zones et quel réseau aussi dessert quelle zone. Donc ici, on a un extrait de la température dans la zone en question qui est renvoyée par la sonde de température intérieure. Donc, on a une température de consigne de 23 degrés. Donc, en fait, chaque journée, on ne voit pas très bien là. Chaque journée, en fait, là, par exemple, de lundi, mardi, on est bien sur cette consigne de température. On est un peu au-dessus d'ailleurs. Et après, là, par exemple, on a un réduit de température qui est fait en plein milieu de journée du mercredi. Donc, on ne sait pas pourquoi ça commence à chuter à partir de cette zone-là. Donc, peut-être un problème de paramétrage. Et après, on voit que chaque nuit, donc entre chaque journée, on a bien ce réduit qui descend à 19 degrés et on remonte. Mais c'est pareil, c'est un paramétrage où on ne sait pas exactement à quelle heure on s'arrête. Des fois, on s'arrête en plein milieu de journée. Et des fois, les réduits, on n'en a pas du tout. Donc, par exemple, là, entre jeudi et vendredi, aucun réduit de température. Et le week-end, on voit qu'on descend bien en température, mais que le bâtiment continue d'être chauffé autour de 18 degrés. Donc, les pompes de circulation fonctionnent et les chaudières continuent de produire. Donc, voilà pour les problématiques par rapport aux radiateurs, au réseau de chauffage. Donc, ce qu'on a préconisé au niveau des solutions. Donc, ce qu'on a préconisé au niveau des solutions, donc, pour les surchauffes, donc la température de 23 degrés dans les pièces, donc l'objectif, ça va être d'abaisser la loi d'eau, donc comme on peut le voir ici. Donc, en fait, on vient abaisser chaque point de la loi d'eau ici en fonction de la température extérieure. Donc, quand il fait 0 degré dehors, on va abaisser seulement le point B pour adapter la loi d'eau à la température extérieure en question. On ne peut pas abaisser toute la loi d'eau, c'est point par point qu'il faut vraiment le faire. Et après, du coup, recaler aussi le point décorrélé de la loi d'eau. Donc, ici, on voit que le point F, il ne fait plus partie de la loi d'eau. Et puis, ça veut dire qu'il ne paramètre plus la loi d'eau. Donc, on perd en précision sur des températures entre 10 et 20 degrés. Et on a vraiment un objectif ici de 20 degrés en température de confort. Et donc, on a vraiment 3 degrés à aller chercher avec tous ces paramétrages. Ensuite, au niveau des émetteurs, donc ça, c'est des choses qu'on communique pas mal, que la MAPES communique pas mal. Donc, c'est de réduire le plage de fonctionnement des robinets thermostatiques, donc 0 à 4. 4, ça fait un peu plus, ça fait 21, 21,5 degrés sur les têtes thermostatiques. Donc, on peut aller sur du 3, mais c'est vrai que en fonction de la température extérieure et puis des paramétrages, des fois, il y a besoin de garder ce 4 pour aller un peu plus loin, au lieu d'une plage de 0 à 6 initialement. Et après, du coup, au niveau des réduits, donc définir une programmation horaire le soir et les week-ends. Donc là, c'est reprendre toute la programmation qui est peut-être déjà en place. On a vu que certaines nuits, on n'avait pas de réduit de température et d'autres, on en avait. Donc, vraiment affiner cette programmation. Et tout ça, ça part d'un bon zoning d'occupation et de chauffage pour chaque réseau et puis chaque zone du bâtiment. Donc ça, on peut avoir ça, on paramètre ça, donc paramètre régulation typiquement ici. Et après, on a une dernière optimisation, donc c'est arrêt des pompes de circulation jusqu'à atteindre la température de réduit. Donc ici, on voit en bas à droite, là, on a le schéma en fait, de fonctionnement des pompes en marche-arrêt, des pompes du réseau de chauffage en question. Et en fait, on a nos pompes de chauffage qui fonctionnent 100% du temps. Donc là, l'objectif, une des solutions qui peut être préconisée, ça va être en fait la journée, quand on a la température, les pompes fonctionnent. Et dès qu'on arrive à la température de réduit, donc par exemple à 18 h, on laisse le bâtiment chuter en température, donc on arrête les pompes, le réseau est plus irrigué. Et après, on fait des marches-arrêt toute la nuit pour juste maintenir la température du bâtiment à la température de consigne de réduit. Ensuite, on a fait le même travail au niveau des CTA. Donc ça, c'est pareil, certaines CTA, on peut avoir ces préconisations. Des centrales de traitement d'air, tout à fait.
On peut avoir ces optimisations qui sont valables, mais si le bâtiment est occupé la nuit, c'est plus valable. Donc, il faut vraiment bien définir un zoning d'occupation des zones desservies par la centrale de traitement d'air. Donc ici, on voit qu'on a plusieurs paramètres. Donc, on a pareil une interface avec des batteries chaudes qui permettent de chauffer l'air neuf qui rentre dans le bâtiment et avec un échangeur qui permet de prendre les calories de l'air repris et de l'échanger avec l'air neuf. Donc ici, par exemple, au niveau des paramètres, on voit qu'on a des températures soufflables de 22,6 degrés, donc quasiment 23. Donc en fait, les CTA font le chauffage du bâtiment. On a aussi on peut voir aussi tout le paramétrage du coup de la vanne ici, les lois qui régissent du coup son fonctionnement. Les températures aussi de reprise pour savoir quelle température il fait dans la pièce au niveau de cette CTA. Et puis, les réglages de la CTA, c'est dans ce paramètre-là qu'on peut venir définir toutes les optimisations. Donc, au niveau des problématiques, donc on a une consigne de température soufflage à 24 degrés. On a des réduits nocturnes, donc aucune programmation les soirs et les week-ends. On a des lois d'eau qui ne sont pas optimisées, donc comme tout à l'heure, au niveau des radiateurs. Et on a une ventilation, donc on n'a aucun zoning de ventilation réalisé. Donc on ne sait pas si une ventilation va desservir une zone qui est occupée la nuit ou qui est non occupée la nuit. Donc on ne peut pas adapter la régulation. Donc ça, c'est une des premières choses à faire. Ici, là, c'est le graphe tout simplement des températures de soufflage sur plusieurs jours au fur et à mesure de la journée. Donc, on voit qu'on a notre consigne à 24 et qu'en fait, on oscille tout le temps autour de cette consigne de 24 degrés. Et au minimum, on a du 21 degrés et au maximum, on va aller à presque 29 degrés sur certains moments de la journée. Donc, en fait, on oscille vraiment. La température moyenne, c'est 24 degrés là, de soufflage. Donc, ça, c'est problématique. Donc, ici, au niveau des optimisations. Donc, l'objectif, ça va être d'abaisser la loi d'eau et de recaler les points décorés de la loi d'eau. Donc, exactement pareil qu'avec les radiateurs. Donc là, jour par jour, venir abaisser les points en question. Et avec un objectif de température de soufflage de 19 degrés. Ce 19 degrés, en fait, la CTA n'est pas là pour faire le chauffage du bâtiment. Elle est seulement là pour monter en température l'air qui vient de l'extérieur. Et après, les radiateurs, eux, font le chauffage du bâtiment, rajoutent le besoin. Là, actuellement, vu que les CTA soufflent à 23 degrés, on a la moitié des radiateurs qui peuvent être éteints. Et donc, c'est vraiment les CTA qui fonctionnent. Et les rendements d'une CTA sont beaucoup moins importants et beaucoup moins élevés que ceux de radiateurs et puis d'une chaude. Donc, ensuite, en deuxième partie, donc abaisser la consigne de soufflage. Donc, typiquement, ici, on voit sur le graphe de droite, ici, en bleu très clair, on a la consigne de soufflage qui est à 24 degrés pour la CTA. Et en bleu plus foncé, on a la température réelle de soufflage. Donc ici, on voit qu'on est tout le temps à 24 degrés. Donc la solution, déjà, premièrement, ça serait d'abaisser cette température de soufflage à 20 degrés. Donc ici, tout à l'heure, je parlais de 19, mais il faut faire attention à tout ce qui est perte sur le réseau. Ce n'est pas parce qu'on a 19 en sortie de CTA qu'on aura 19 aux bouches en fonction de la longueur du réseau. Donc faire bien attention à ce delta entre sortie de CTA et sortie de réseau. Et après, on a aussi tout ce qui est réaliser un zoning de ventilation, donc définir un planning avec des arrêts ou des réduits, pour le soir et le week-end, si jamais c'est inoccupé le week-end. Donc, bien savoir quelle zone est occupée de quelle manière. Donc ça peut se définir dans la partie exploitation où on a des plannings qui peuvent être définis. Donc voilà pour les CTA, pour les radiateurs. Et maintenant, il y a la partie aussi eau chaude sanitaire. Donc ici, on a analysé déjà dans un premier temps le schéma de principe et les problématiques de légionnelle. Donc, en fait, ici, on a une interface où on peut voir qu'on a toutes les températures de retour du bouclage de CS. Et on voit que déjà qu'on a des températures inférieures à 50 degrés. Donc là, il faut vraiment voir est-ce que les capteurs sont bien placés, d'où est-ce que ça peut provenir. Ce n'est pas forcément que le système ne marche pas, mais il faut déjà essayer de comprendre d'où ça vient. Et donc ça, c'est un des premiers points négatifs. Ensuite, ici, on a on a un ballon d'eau chaude sanitaire. Donc, on a ici l'arrivée de l'eau chaude dans le ballon pour préchauffer le ballon, qui lui va permettre de chauffer à travers l'échangeur l'eau chaude sanitaire qui est envoyée ici à 57 degrés. Et là, on a une problématique, c'est qu'en fait, on a le bouclage d'eau chaude sanitaire. On a une problématique au niveau du schéma, pas forcément au niveau de l'installation, mais on a l'eau chaude sanitaire qui revient directement dans le préparateur ECS. Donc, une eau traitée qui est saine pour le corps, etc., qui revient dans une eau qui n'est pas du tout traitée et pas du tout adaptée à l'utilisation de l'eau chaude sanitaire. Donc là, on a un problème sur le retour du bouclage où on doit être en boucle fermée avec les départs d'eau chaude sanitaire. Donc, une des solutions, par exemple ici, ça pourrait être celle-ci.
Donc, juste simplement, on a le départ. Et quand on n'a pas de puisage, en fait, on a l'eau qui revient à travers le bouclage d'eau chaude sanitaire et qui revient, par contre, dans le réseau en boucle fermée parce que c'est de l'eau spécifiquement traitée et il ne faut pas qu'elle revienne dans le préparateur ECS. Donc, ça, c'est des choses à modifier. Donc, déjà voir comment est-ce que c'est fait sur site et comment est-ce qu'on peut modifier ce schéma pour pas qu'il y ait d'incohérence. Et ensuite, pareil, ici, en fait, on n'a pas de pompe entre les deux ballons. Donc, c'est-à-dire que l'eau ne circule pas théoriquement par rapport à ce schéma. Donc, voilà, il y a vraiment des choses à reprendre sur ces schémas, sur l'échange de récifs. Enfin, il y a plusieurs problématiques. Donc, ça, c'est à mettre à jour. Et ensuite, on a aussi regardé le profil de la température d'arrivée d'eau chaude dans le ballon. Et en fait, on a vu que cette température arrivait donc avec une consigne à 85 degrés. Et dès qu'on a des puisages, donc on diminue en température, ce qui est normal, mais on remonte tout de suite le ballon à 85 degrés. Donc là, en fait, la chaudière envoie de l'eau constamment à 85 degrés dans le ballon. Et là, on est sur plus de 40 heures à peu près. Donc, on n'a vraiment aucune variation de la température. Même quand le ballon est assez chaud pour l'eau chaude sanitaire, on continue de le chauffer constamment. Donc, on va voir en quoi c'est problématique juste derrière. Donc, au niveau des optimisations. Donc déjà, je vous le disais tout à l'heure, reprendre l'hydraulique du réseau ECS au chute sanitaire. Donc, c'est vraiment bien définir comment est-ce que le réseau est actuellement, est-ce que ça fonctionne et est-ce que la schémathèque en parallèle correspond à ce qui est sur la GTC. Ensuite, au niveau de la température de consigne, donc abaisser la température de départ de la chaudière en fonction des contraintes légionnelles. Donc là, actuellement, par exemple, la température a déjà été abaissée. On est passé de 85 à 75, je crois, donc moins 10 degrés. Et ça marche très bien. On a toujours les bonnes températures en retour. Donc ça ne sert à rien de chauffer le ballon à 85 degrés. Et en diminuant de 10 degrés, ça veut dire que toutes les températures de départ des chaudières ont diminué de 10 degrés aussi. Donc on a déjà fait des gains juste en faisant ce paramétrage et en vérifiant bien, par contre, que les contraintes légionnelles étaient respectées. Et après, sur tout ce qui est justement cette température de consigne, pourquoi est-ce qu'on envoie toujours du 85 degrés et pourquoi en fait, des fois, on n'arrête pas de chauffer le ballon. Donc là, l'objectif, ça va être de mettre en place une régulation de type système suiveur. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un système suiveur? Donc, on régule la température de départ de la chaudière, donc les 85 degrés qu'on a vu tout à l'heure, en fonction du réseau secondaire le plus demandeur. Donc là, le plus demandeur, ça va être le réseau le plus chaud. Donc, ça va être par exemple l'eau sanitaire qui est à 85 degrés. Le deuxième réseau le plus demandeur, ça va être les CTA. On a besoin de 46 degrés de départ chauffage pour souffler à 23 degrés. Donc voilà, ça, c'est vraiment les demandes. Après, on a tout ce qui est radiateur aussi. Et donc, par exemple, pour bien comprendre ce qu'est un système suiveur, donc là, on a actuellement la température de l'eau chaude sanitaire qui est demandée à 85 degrés. Et du coup, on a une température de départ, je veux dire, de 87 parce qu'on a des pertes sur le réseau, en fonction de l'isolation et autres, et des longueurs de réseau. Et si, par contre, lorsqu'on n'a plus de besoin d'eau chaude sanitaire, donc le ballon est à température, il n'y a pas de puisage, donc il est assez chaud pour fournir les besoins par rapport à la légionnelle, on a un départ le plus chaud, le second départ le plus chaud, en fait, ça va être la température de la balnéo, donc à 46 degrés. Donc, on va arrêter de chauffer et d'envoyer du 87 degrés initialement avec, par rapport au niveau de la sortie de la chaudière, et on va envoyer du 48. Donc, on va gagner 40 degrés en départ de chaudière et donc avoir des meilleurs rendements. Donc, c'est ça, en fait, tout simplement le système suiveur. C'est s'adapter au départ le plus demandeur. Et donc, en fait, avec tous ces paramètres, ça permet d'améliorer le phénomène de condensation. On a des retours de chauffage plus faibles, des retours de chauffage plus faibles, et aussi des rendements au niveau de la chaudière qui peuvent être améliorés de jusqu'à, même plus que 5% d'ailleurs, on le verra juste après. Et ici, oui. On t'entend très mal, Lucie. On t'entend très mal, Lucie. On entend un mot sur deux, Lucie. Un mot sur trois maintenant. 0. 0 mot. Continue, Corentin. Ouais. Et du coup, par rapport à système suiveur, donc là, ici, on voit bien que ici on a le départ de la chaudière, les températures de départ de la chaudière, donc on oscille tout le temps à plus de 84 degrés, constamment. Ici, ça pourrait être, donc dans un premier temps, donc déjà, on a une consigne de départ chaudière à 84. Et quand on n'a plus besoin d'eau chaude sanitaire, donc à partir d'ici, on pourrait très bien descendre en température et arrêter de chauffer le ballon d'eau chaude sanitaire. Et après, une fois qu'on a de nouveau des besoins d'eau chaude sanitaire, on arrête de définir le départ de la chaudière par rapport au deuxième réseau le plus demandeur et on repasse sur l'eau chaude sanitaire et ainsi de suite. Donc ça, c'est grâce au système suiveur. Et ce système suiveur, il se paramètre du coup dans l'automate en direct.
Rapidement, peut-être, Corentin, il y a une question. Donc, Ouais. est-ce que Lucie, tu veux essayer de reprendre la parole pour nous l'évoquer? Si on peut regarder. Sinon, sinon Jean-Luc, est-ce que tu vois la question pour nous la poser? Alors là, je vois une question sur le fil de discussion sur la régulation par le départ le plus demandeur peut-elle être faite sur tous les types d'installations? On peut peut-être y répondre maintenant? Allez, répondons-y maintenant. Qui a la Alors, réponse? en fait, chaque cas est particulier, hein. Je pense que Corentin, là, au travers de son exemple, est vraiment très intéressant pour illustrer les potentialités d'une GTC bien développée. Alors, elle n'est pas parfaite, cette GTC, mais elle a le don d'exister. Et justement, ça sera un petit peu le job des experts de vous aider pour regarder déjà qu'est-ce qu'on peut faire avec votre GTC existante quand vous en avez une. Mais parfois, vous n'avez rien. Vous n'avez pas de GTC, quoi. Et donc, vous dites, OK, le sujet d'aujourd'hui, on parle de GTC, mais nous, on n'a rien. C'est-à-dire qu'on est encore dans beaucoup de bâtiments en France, on est encore avec des régulateurs autonomes, un régulateur qui pilote une 23 voies, un régulateur qui pilote une pompe, un régulateur qui pilote la chaudière, parfois qui n'arrivent pas à discuter ensemble. Donc, ouais, on est déjà dans un monde, ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est un monde qui devrait être aujourd'hui partout présent parce que l'ordinateur, il a été inventé il y a quand même quelques temps maintenant, hein. Ça fait plus de 30 ans que l'ordinateur existe. Et finalement, une GTC, qu'est-ce que c'est? C'est ni plus ni moins qu'un automate. Un automate, c'est un ordinateur finalement qui est placé dans le local technique, dans la chaufferie, et puis qui reçoit des informations de capteurs qui sont positionnés sur votre installation. Et puis, il y a un programme informatique qui est dans l'automate et qui va digérer les informations des différents capteurs du système pour fabriquer des ordres de commande vers les équipements, hein, les moteurs, les brûleurs, les pompes. Voilà, c'est ça une GTC. Mais déjà, la GTC, souvent, vous n'en avez pas. Ou alors, vous en avez une, mais qui est ancienne. Donc, déjà, il y a un gros travail au départ à remettre d'aplomb une GTC quand on en a une, à réactualiser et puis à l'améliorer. Celle que Corentin vous présente est déjà un petit peu évoluée, mais elle n'est pas parfaite, on l'a vu, hein. Il y a plein de problèmes déjà dans les synoptiques, il y a des anomalies, il y a des choses qu'on ne peut pas faire parce qu'il n'a pas eu le temps d'expliquer tout ce qu'on peut faire dans une GTC, mais il y a plein d'autres paramètres qu'on peut régler pour ne pas avoir de problème de pompage sur les vannes et ainsi de suite. Donc là, c'est vraiment intéressant l'exemple. Alors, pour répondre à la question, effectivement, déjà pour faire un système suiveur, parce que c'était la question, si vous n'avez pas de GTC, c'est juste pas possible. Déjà, ça commence comme ça. C'est-à-dire que quand on a un régulateur qui pilote le côté primaire et un autre régulateur qui pilote les réseaux secondaires avec les pompes et les 23 voies, comme le primaire et le secondaire ne discutent pas ensemble au niveau régulation, c'est des régulateurs séparés, ils ne se voient pas, ils ne se connaissent pas, ils ne discutent pas ensemble, on ne peut pas faire de système suiveur. Donc, en fait, déjà, pour faire un système suiveur, pour répondre à la question, il faut déjà avoir une GTC où tout est piloté, le primaire et le secondaire de votre système, avec un automate. Hein, c'est déjà la base. Vous voyez, c'est le point d'entrée. Ensuite, ce n'est pas toujours possible sur tous les systèmes. C'est pour ça que ce métier, il demande de l'expertise, hein, on va en parler après, et qui demande des experts bien formés, qui maîtrisent parfaitement tous les systèmes qu'on peut rencontrer dans l'ancien et dans le neuf. Et ça en fait une sacrée panoplie, que ce soit sur chauffage, ECS, climatisation, ventilation. Vous imaginez le spectre. Et par-dessus ça, il faut rajouter une compétence en plus régulation, que peu de personnes ont aujourd'hui dans notre métier, hein. C'est un peu le parent pauvre, la régulation et le pilotage. Et donc, une fois qu'on a une GTC, on peut envisager un système suiveur, mais si vos générateurs ne sont pas adaptés à faire un système suiveur, il ne va pas falloir le faire. Alors, quand est-ce qu'on met un système suiveur? Ben, typiquement, quand on a des productions, par exemple, avec des chaudières à condensation, là, on peut y aller, parce que les chaudières à condensation supportent des températures retour froides, et même, je dirais, elles exigent des températures retour froides. Plus la température d'eau revient à basse température dans votre chaudière à condensation, plus vous condensez. Corentin l'a bien expliqué. Et on peut avoir, en théorie, jusqu'à 11% d'économie, mais comme on n'arrive jamais à condenser parfaitement, c'est plutôt, il faut être pragmatique comme l'a fait Corentin, c'est plutôt 5 à 7% d'économie. Mais par contre, si vous avez des vieilles chaudières qui ont 20 à 30 ans, qui ne sont pas à condensation, ah ben là, le système suiveur, il va falloir faire extrêmement attention, hein. Il va falloir y réfléchir. Je n'ai pas le temps de développer plus, mais ce n'est pas si simple.
Donc, ça nécessitera de se former et d'en discuter peut-être lors d'un autre webinaire, parce que la réponse peut être très longue sur ce sujet-là. Donc voilà, chaque cas est spécifique. Merci beaucoup. Et effectivement, là, ça peut paraître très technique, mais ça montre bien là, jusqu'où peut aller une GTC. Et justement, les fameux 30% dont on peut bénéficier avec ce système, bah voilà, forcément, il faut être un petit peu technique, aller gratter. Le but n'est pas de vous faire peur avec ces exemples, hein, c'est de vous montrer jusqu'où on peut aller et quels gains sont associés, même sur des paramètres qu'on ne savait peut-être même pas qu'ils existaient. Concernant le système suiveur, si je ne m'abuse, je me permets de rajouter, on aurait pu le mettre, il y a une fiche C2E dédiée à ce système. Donc voilà, peut-être que vous pouvez la trouver un petit peu plus d'informations techniques voilà, pour faire communiquer les régulateurs primaires, secondaires, etc. Mais une fiche C2E est associée à cette action. Voilà, je relaisse la parole à Corentin pour la dernière optimisation. Tenez-vous bien, on passe sur la cascade chaudière. On était assez précis, donc on va continuer et puis remonter en puissance, comme on disait tout à l'heure. Donc, au niveau de la cascade chaudière, donc comment est-ce que les chaudières sont régulées l'une par rapport à l'autre? Donc, actuellement, on a ici, c'est le pourcentage d'ouverture du brûleur. Donc, plus on est ouvert, plus en fait, on va utiliser la capacité de notre chaudière. Donc, quand on est à 100%, notre chaudière tourne à 100%. Donc, ici, ce qu'on a actuellement, c'est qu'on démarre, quand on a des besoins, à 25% directement, parce que c'est le fonctionnement pour les chaudières à condensation. Et en fait, on monte jusqu'à 100% ici du besoin, du potentiel de la chaudière. Et quand la chaudière n'arrive plus à fournir assez d'énergie au bâtiment, la deuxième s'enclenche. Et pareil, on vient arriver jusqu'à 100% du coup de puissance totale nécessaire pour le bâtiment. Donc, on voit bien qu'en fait, on travaille toujours, donc juste pour expliquer, au niveau des rendements. Donc, qu'est-ce que ça implique? Donc, ici, là, on a le profil d'une chaudière à condensation. Donc, quand on est entre 0 et 25%, enfin, entre 0 et 20%, on a un rendement qui est moindre. C'est pour ça qu'on essaie de commencer souvent assez haut en termes de rendement, en termes de puissance. Et une fois qu'on arrive à dépasser les 20%, là, on va chercher des rendements vraiment intéressants donc, sur cette plage-là, donc entre 20% et 60%. Donc, on est à peu près à 108% en général au maximum. Et on oscille entre 102 et 108% de rendement sur les chaudières à condensation. Et ensuite, dès qu'on dépasse les 60%, donc quand on commence à fonctionner en plus haut régime, donc ce qui se passe typiquement ici, on chute en rendement et on arrive sur des rendements entre 90 et 95% sur toute cette zone. Donc ici, dès qu'on arrive aux 60% ici, partout ici, on est sur un rendement qui est assez faible, voire plus de 10% inférieur à ce qu'on pourrait réellement avoir avec une bonne condensation. Contrairement à ici, où quand on est à basse température et qu'on revient et qu'on a un brûleur qui n'est pas ouvert totalement, on est sur un rendement de chaudière à 102%. Donc là, on a vraiment toute cette plage où on peut aller faire des gains. Et comment est-ce qu'on peut faire ces gains sur la cascade chaudière? Donc, on a ce type d'optimisation qui existe. Donc, en fait, on vient démarrer la chaudière progressivement. Et quand on arrive à peu près autour de 60%, donc, vu qu'on a toujours plus de besoins, quand il fait froid à l'extérieur, pardon, on vient démarrer la deuxième chaudière en même temps en abaissant la première. Et puis après, elle module en même temps jusqu'à monter à 100% de puissance. Donc, ça veut dire qu'avec ce type d'optimisation, on travaille toujours avec des rendements chaudière supérieurs à 102% sur ces zones-là où, initialement, on travaillait sur des rendements à 95%. Donc, ça, c'est des choses qui peuvent être paramétrées directement sur les chaudières. Et ça évite aussi de faire que des marches arrêt. Donc, pendant une période que la chaudière numéro 1 fonctionne 95% du temps et la deuxième chaudière fonctionne une fois tous les mois. Donc là, on a vraiment les deux chaudières qui s'usent à la même fréquence. Donc, c'est vraiment plus intéressant aussi pour la maintenance des systèmes. Et après, du coup, au niveau de la condensation, parce qu'on a parlé de toutes ces optimisations, mais de toutes ces optimisations, on a quand même une chose qui en découle, ça va être la condensation de la chaudière. Donc, il nous faut une température de retour inférieure à 45 degrés pour vraiment bien commencer à condenser. Donc là, c'est le profil de la température de retour des chaudières. Et donc, on est supérieur à 45 degrés 100% du temps. Et donc, ce que ça a permis, tout ce que ces optimisations permettent de faire, c'est d'abaisser les températures de retour au niveau des chaudières. Donc, typiquement comme ça. Et là, on va arriver vers des températures inférieures à 40 degrés quasiment tout le temps. Et donc, avoir une bonne condensation et gagner, encore une fois, 5 à 7% grâce à toutes ces optimisations de diminution des températures de départ, etc. Juste pour quelques chiffres, là, pour expliquer un petit peu ce qu'on a pu gagner, ce qui est potentiellement gagnable en faisant toutes ces optimisations et en régulant le bâtiment correctement. Donc, ce bâtiment, il fait quand même 10 000 m².
on a 1 900 000 kWh de consommation en 2021. Et en coût annuel, donc ça, c'est avec les coûts de l'énergie actuels, on a 1 100 000 euros de facture d'énergie sur le bâtiment, en électricité et en gaz. Donc, avec l'économie, du coup, grâce à une optimisation de la GTC qu'on a préconisée, on va aller gagner entre 15 à 30% assez facilement parce qu'on a quand même énormément de delta à aller gagner. On n'a pas de réduit, des températures beaucoup trop chaudes. Et donc, ça correspond à un gain financier de 165 000 à 330 000 euros par an juste sur ce bâtiment. Donc là, on peut mettre de la ressource derrière pour aller l'optimiser sur un an. Il y a ce qu'il faut. Est-ce que l'association, parce que du coup, elle n'avait pas forcément le temps de faire toutes ces optimisations avec le personnel en interne, dans ce qu'elle a décidé de faire, c'est de recruter un stagiaire. Et ce stagiaire, du coup, il est arrivé le mois dernier. Donc, son objectif, ça va être de faire du zoning, du chauffage et ventilation pour vraiment démarrer le projet sur des bases saines et puis correctes. De faire de la correction de schéma de principe, donc avoir une installation qui est vraiment adaptée à ce qui est réellement en place. Et à partir de ça, du coup, voir si les préconisations sont bonnes. Et après, de faire un suivi du coup et optimisation de toutes les lois d'eau, des consignes de centrales de traitement d'air, définir des plannings de réduit de chauffage et des CTA, et aussi de faire des devis donc, pour tout ce qui est système suiveur et optimisation de la cascade chaudière pour avoir une base sur savoir jusqu'à où on peut aller et à quel coût. Et voilà pour la partie. Merci beaucoup, Corentin. Pas simple comme sujet, très technique. Personnellement, je trouve que tu as parfaitement expliqué ces termes techniques. On a peut-être perdu un petit peu de monde des 90 connectés, mais c'est pas grave. Le but n'est pas de tout comprendre, cascade, condensation, suiveur et compagnie, mais voilà, une fois de plus, de montrer tout ce qu'on peut faire avec cet outil. Donc maintenant, j'ai passé la parole à Yoann, est-ce monsieur. que vous m'entendez là? Ah, on t'entend très bien. Ouais, j'ai changé de réseau. Ok, vous avez quand même quelques questions. Est-ce que je peux les relayer maintenant, vite fait? Oui, on peut les faire maintenant. De toute façon, voilà, après, sinon, oui, pas de souci. Alors, il y avait le coût de la GTC, je vous l'ai dit, puis le coût de la GTC, est-ce qu'il y a un risque lorsqu'on diminue la température de départ des chaudières concernant les courts cycles pour des cas particuliers? Jusqu'où nous devons aller dans la gestion d'un bâtiment avec une GTB classe A, classe B? Et comment procède-t-on pour faire une expertise d'une GTB existante? Je pense que c'est une question qui est importante. Alors, les questions trop techniques, on va les passer. Hein. Là, c'est plutôt un mail que vous pouvez nous faire et voilà, on vous répondra par la suite. Sur les deux autres, je pense que M. Faure, là, dans son analyse, va déjà répondre un petit peu à ces questions-là. Concernant le détail classe A, classe B, pareil, on n'aura pas le temps d'évoquer ça aujourd'hui, mais comme je vous l'ai mis au début dans le flyer, dans la fiche boîte à outils, vous avez vraiment un tableau qui détaille ce qui est attendu dans ces classes. Donc là, c'est à vous, désolé, de prendre un petit peu de temps pour aller fouiller tout ça. Dans tous les cas, il y aura peut-être des webinaires sur le décret BACS vont arriver, comme je le disais tout à l'heure, dans les mois à venir. Donc voilà, là, avec le flyer, vous pouvez déjà prendre un petit peu d'avance en allant voir un peu ce qui se passe dans ces classes. Juste voilà, un peu dans le même, parce que c'est important, il me semble. On dit que la présentation est importante, mais qu'il est difficile de faire appel à des prestataires compétents pour mettre soit à jour, soit. Là, les questions ont été dites. Voilà, Monsieur Faure, essayez de les prendre un peu en considération quand vous allez vous exprimer. Et puis voilà, je pense vraiment sur la partie qui va arriver. Voilà, là, on était sur la partie technique, hein, vraiment. Là, on va plutôt passer sur la partie structurelle, organisationnelle, comment réussir son projet de A à Z. Donc, ça va déjà répondre à certaines des interrogations. C'est nous qui passons les slides. Je vous laisse la parole. Une fois de plus, je suis maître du temps. Il reste en gros 20 minutes. Donc, à vous de jouer sur le projet du CH de Niort. Allez, on y va. Alors, je vais peut-être répondre à quelques questions. Alors oui, j'ai pris cette initiative si vous voulez répondre maintenant. Mais voilà, le but est de vraiment pas dépasser le timing pour les participants. Ouais. Le coût de la GTC, c'est pas facile à répondre, hein. Là, il faut trouver des entreprises expertes et c'est compliqué aussi à trouver, c'est vrai. Mais je pense que Johan et Corentin vont peut-être vous dresser un réseau des contacts de réseaux qui existent dans votre région. Moi, je les connais régionalement sur La Rochelle parce que je suis basé à La Rochelle. Mais je pense que vous allez avoir progressivement, vous allez monter un petit peu une base de données des experts un petit peu GTC de qualité dans votre région pour pouvoir s'appuyer sur eux. Effectivement, il faut se marier avec les bonnes personnes parce que, il y a, comme partout, il y a des gens qui sont là pour faire du business
Et puis, il y a des gens qui connaissent bien le métier de la GTC. Alors, ce qu'il faut faire attention, c'est que la GTC, ce métier-là, c'est des intégrateurs, ça s'appelle. Et les intégrateurs, c'est des gens qui sont plutôt souvent spécialistes d'être capables de faire un programme dans un automate, de fabriquer aussi toute la chaîne de GTC avec le type d'automate à implanter, les câblages à réaliser, les capteurs à sélectionner, les actionneurs à commander, ça ils savent faire, ils font toute cette partie-là. Par contre, ce n'est pas forcément des experts en énergétique et en thermique. Donc, à vous d'avoir un bon cahier des charges de votre GTC que vous souhaitez réaliser. Et le cahier des charges, pour le rédiger, souvent, vous n'avez pas la compétence pour le faire. Et donc, c'est là qu'on en discutait avec Johan et Corentin en préparant. Il faut vous encadrer d'un AMO GTC, une assistance à maîtrise d'ouvrage GTC qui va vous aider à rédiger votre besoin. Si votre besoin est mal rédigé, au départ, effectivement, vous n'aurez pas du tout le résultat que vous souhaitez à la fin. Et ce n'est pas la personne qui va faire la GTC qui va vous rédiger votre cahier des charges, normalement. C'est vraiment un appel d'offres avec un AMO GTC. Et ensuite, l'AMO va vous aider en plus à sélectionner l'entreprise et à rédiger le cahier des charges de votre demande. Donc, c'est vraiment un travail de fond à mettre en place. Alors, je répondrai peut-être aux autres questions au fur et à mesure. Je les ai un peu perdues à l'écran, là, les questions. Ouais, et puis je pense que au vu des slides qui vont arriver sur comment structurer son projet et tout, ça va répondre déjà à pas mal d'aides. Ouais. Je pense qu'on peut y aller. Allez, on va avancer. Donc, nous, on travaille à l'université. Là, moi, j'ai vraiment la volonté, depuis que je suis en place sur l'université de La Rochelle, de travailler avec les étudiants de Master 2, parce que c'est un truc, enfin, c'est une partie de programme, l'intelligence des bâtiments et la GTC, la gestion technique centralisée, qu'on aborde en dernière année de Master, parce que ça nécessite tout un bagage de compétences auparavant sur toute la panoplie des systèmes énergétiques, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, qu'on peut rencontrer, qui sont compliqués. Alors, donc, on travaille depuis 20 ans de cette façon-là à l'université, donc ça fait très longtemps qu'on forme des experts dans ce domaine-là, mais aujourd'hui, le marché n'a jamais été aussi prêt et aussi mûr pour que les gens entendent qu'il faut s'équiper de GTC. C'est des systèmes qui existent depuis 20 ans, mais avec l'augmentation du prix de l'énergie, le gaz qui avait fait x2, x3, jusqu'à x10 chez certains clients, l'augmentation de l'électricité. Ensuite, il y a eu le décret tertiaire et puis maintenant le décret BAC qui vous oblige quelque part à vous mobiliser pour aller chercher des économies puisque les factures explosent. Et donc, le parent pauvre, c'est souvent les systèmes énergétiques. C'est-à-dire qu'en bâtiment, on travaillait plutôt bien sur l'enveloppe. Quand même, on a une grosse expertise. On a fait beaucoup de travail sur rénover des enveloppes de bâtiments, les réisoler. Bon, ça, c'est connu aujourd'hui. C'est des coûts très élevés, généralement. Mais les systèmes énergétiques, ce n'est pas un domaine que les gens n'ont trop regardé. Les systèmes énergétiques, on a plutôt tendance à les oublier dans les bâtiments. Moins on les voit, mieux on se porte. Les systèmes de chauffage, ventilation, ECS. Et donc, ces systèmes-là, aujourd'hui, ça y est, on commence à s'y intéresser, à se dire qu'on peut vraiment les optimiser. Et c'est tout l'objet de la présentation d'aujourd'hui, de vous montrer qu'il y a vraiment un super travail à faire qui est bien moins cher que d'isoler un bâtiment par l'extérieur. Et on peut vraiment aller chercher beaucoup d'économies. Et le premier point que Corentin a montré, c'est qu'effectivement, les ralentis, c'est vraiment la base de notre métier. Ça paraît tout bête, mais les ralentis sont très mal faits. Et vous n'oubliez pas que EDF avait fait une étude il y a 30 ans où ils expliquaient que 1 degré de température en moins dans un bâtiment, c'est environ 7% d'économie. Vous avez tous entendu parler de ce chiffre, qui est un peu faux aujourd'hui. Sur des bâtiments très récents, c'est plus tout à fait ça. C'est parfois 10 à 15% d'économie. Donc, il faut le prendre avec des pincettes, mais ça vous donne un peu la teneur des économies qu'on peut réaliser quand on voit un bâtiment avec des températures à 23 en consigne tout le temps. Et si on le baisse à 20, et en plus la nuit, on fait des ralentis à 15, je ne vous explique pas le potentiel d'économie. C'est pour ça qu'on vous annonce des économies jusqu'à 30%. Bien sûr, les économies que vous sortez dépendent du point de départ de votre bâtiment. S'il n'est pas du tout optimisé, vous pouvez sortir beaucoup d'économies avec une GTC. Mais par contre, si vous partez d'un bâtiment déjà optimisé, c'est moins d'économies. Mais il y en a toujours à faire. Je n'ai pas vu passer un seul bâtiment aujourd'hui en expertise où il n'y a pas quelque chose à faire en optimisation. Donc, alors, ce qu'on fait, nous, on travaille donc depuis cette année. Là, j'ai travaillé avec, on est sollicité par les clients et en ce moment par le domaine de la santé beaucoup. Donc, j'ai accepté de travailler avec les étudiants sur l'hôpital de Niort. C'est la photo que vous voyez. Et puis, la promotion d'étudiants, une vingtaine d'étudiants. Et je vais vous expliquer un peu comment on travaille pour vous montrer un peu l'ampleur et la démarche d'un projet de GTC. Donc, en 1, donc on vérifie avant de démarrer un projet de GTC avec un client qu'on a bien la connexion. Ça paraît tout bête, mais en fait, c'est le point qui peut bloquer.
C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'à distance, on puisse se connecter à la GTC du client. Et vous savez qu'on attaque les réseaux informatiques et que ça peut poser des problèmes de sécurité informatique. Vous voyez, l'année prochaine, on va travailler avec l'hôpital de New York qui nous a sollicité et on va carrément aller travailler avec les étudiants dans l'hôpital parce que les services informatiques refusent de nous ouvrir une connexion à distance. Mais généralement, on arrive à débloquer, avec plus ou moins de temps, on arrive à débloquer ce point-là. Et donc, nous, notre principe de notre projet de GTC, c'est qu'on prend un site, donc en 2, on sélectionne des bâtiments. Là, on a pris 6 bâtiments sur New York. Et puis, la première étape avec nos étudiants, on leur présente bien sûr le projet avec les clients pendant 3 heures, les enjeux du projet, les objectifs. Et puis ensuite, on va visiter les installations. C'est un point très important. On ne peut pas faire du pilotage de système sans les avoir visités, expertisés et en allant sur place. Parce qu'on a besoin de faire les schémas de principe à jour, mais aussi toutes les régulations et aller voir les automates dans les chaufferies. En fait, faire un point complet des installations qu'on va expertiser après à distance. Puisqu'après, une GTC, on se connecte à distance, on peut être à l'autre bout de la planète avec une adresse IP, on se connecte et puis on a accès à ce que vous a montré Corentin à distance. Et donc là, on fait du pilotage à distance après. Mais on ne peut pas faire du pilotage à distance si on ne sait pas ce qu'il y a vraiment sur l'installation. Donc, on a cette étape 4 qui est vitale. En 5, on réalise donc tous les schémas, les étudiants réalisent tous les schémas des systèmes qu'ils ont relevés. Alors, soit on a les schémas déjà un peu existants, mais souvent pas à jour, donc on les remet à jour et puis on les complète parce que souvent, les régulations n'apparaissent pas sur les schémas de principe. Ça, c'est le parent pauvre aussi de l'ingénierie dans nos métiers. Très, très peu de régulations apparaissent sur les schémas de principe. Donc, une fois que tout ça s'est réalisé avec schéma de principe 5 et 6, en 7, après, on commence l'expertise de la GTC en place. C'est-à-dire qu'on expertise ce que vous a un peu montré Corentin. Et le but d'une GTC bien faite, c'est qu'à distance, je puisse prendre en main un site sans le connaître. Vous voyez, en 2 heures, je vais me mettre derrière la GTC si elle est bien conçue et je vais tout comprendre sur la partie énergétique du site. Si une GTC est conçue comme ça, c'est qu'elle est bien conçue. Et en fait, très souvent, on va se rendre compte qu'il y a plein de problèmes déjà sur la GTC qui est présente. Donc, il va falloir l'expertiser. Donc, ça demande un travail. Mais là, je pense qu'il y avait une question sur ce sujet-là. Comment expertiser une GTC dans vos sites? Je pense que là, Corentin, Johan et les équipes en place peuvent vous aider sur cette partie-là. Expertiser au départ la GTC. Ils prendront la main par la suite, mais ils pourront confirmer ce point-là pour vous dégrossir un peu le travail au départ et de voir les potentialités et les évolutions. Enfin, ce qu'on peut faire déjà avec votre GTC existante et puis quelles sont les améliorations qu'on pourrait envisager. Là, je pense que c'est peut-être leur rôle de vous aider là-dessus. Bon, à préciser après. Ensuite, une fois qu'on a fait ce travail d'expertise des synoptiques, des réglages, des paramètres dans la GTC, on va essayer de comprendre le fonctionnement actuel de l'installation. Ce qui n'est pas toujours simple. Un système énergétique, ce n'est pas facile à comprendre. Et donc, normalement, ça devrait être facile à comprendre. Grâce à quoi? Grâce à un document qui s'appelle l'analyse fonctionnelle. L'analyse fonctionnelle, en quelques mots, là, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de ce document, c'est un document qui explique très précisément le fonctionnement de la régulation de tous les systèmes énergétiques. Sauf que quand vous la demandez à un client, souvent, il n'en a pas. Quand il en a une, parfois, elle est très vieille, donc elle n'est plus du tout correspondante avec ce qui est actuellement en place. Et donc, il faut se coltiner tout le travail de recomprendre comment fonctionne actuellement l'installation. Parce que les gens font plein de réglages au fur et à mesure, l'analyse fonctionnelle n'est pas tenue à jour. Donc, il y a tout un travail déjà de bien comprendre le fonctionnement. Puis quand on a compris tout ça, qui prend un certain temps, après, on va faire de l'optimisation. Donc, on va commencer à proposer des améliorations pour faire des économies d'énergie. Et puis, en premier, pour assurer le confort, parce que n'oublions pas que notre premier job, c'est d'assurer le confort des bâtiments. Et puis, à la fin, sur ce projet, qui nous prend quand même 3 à 4 mois de travail, avec une trentaine d'heures par étudiant, on les met par groupe de 4, et à la fin, il y a une présentation finale pendant une demi-journée dans un amphi, où on présente tout le travail avec le client qu'ont fait les étudiants. Les étudiants restituent au client en fait, ce qu'il faut mettre en place. Voilà. Et on s'arrête là. Mais je dirais que pour le client, le travail commence pour lui derrière. Parce qu'il va y avoir à faire les étapes qu'on va voir juste après. Ce que Corentin vous a expliqué, il va falloir prendre parfois un stagiaire ou quelqu'un qui est expert, et il va falloir mettre en œuvre un peu toute la prescription, l'ordonnance qu'on a un petit peu commencé à rédiger. Et ça peut prendre 1 à 2 années de faire les travaux et de tout remettre d'aplomb. Ok. Pour info, en tant que garant du temps, je vous informe qu'il vous reste actuellement 11 minutes. Alors, sur les conclusions, on va essayer d'être assez synthétique, parce que si on veut répondre à quelques questions après. Exactement.
Alors, 11 Voilà. minutes hors question, hein, hormis 11 minutes de présentation, après, pour garder 10 minutes de questions. OK, bon, ça devrait aller. Alors, sur la GTC, les conclusions du projet de GTC, de l'expérience qu'on en a sur Niort et puis sur les projets précédents, parce que ça fait 20 ans qu'on travaille avec des clients, des villes, des CDA, des fois les lycées, les collèges, les hôpitaux. Enfin bon, c'est très varié les clients qui nous sollicitent. Donc, la première étape, enfin la première conclusion, la GTC, c'est un outil de gestion et d'optimisation qui est performant et c'est quand même génial cet outil quand il est bien fait. On fait des trucs, c'est juste extraordinaire, quoi. Donc, par contre, il doit être bien conçu pour qu'il permette de découvrir facilement un site, cet outil de GTC, on en a parlé juste avant. Il faut qu'il y ait une bonne ergonomie, qu'il soit pratique à utiliser, qu'il y ait les plans dedans, les schémas, les analyses fonctionnelles, les synoptiques à jour. Donc, il faut que tout ça, ça soit bien fait. Ensuite, en 2, il faut que le pilotage des installations de CVC soit facile, c'est-à-dire qu'on puisse faire assez facilement des ralentis, comme l'a montré Corentin, ce qui n'est pas toujours le cas. Souvent, on se rend compte qu'on ne peut pas programmer les ralentis qu'on aimerait. Parfois, il n'y a pas de son d'ambiance, il manque plein d'informations, donc il y a pas mal une petite mise à jour à faire sur la GTC. Et puis, l'optimisation des systèmes. Alors là, il faut parler de qui va utiliser une GTC dans le bâtiment. Ben ça, c'est une vraie question, hein. Il y a plusieurs niveaux d'accès dans une GTC qui est bien conçue. Il y a le niveau utilisateur. L'utilisateur, c'est souvent une personne qui vit dans le bâtiment. Rien de tel qu'une personne référente dans un bâtiment pour qu'il signale quand il y a des problèmes de confort. Alors lui, il aura peut-être accès à la GTC juste aux courbes de température intérieure et puis il va dire « Ah, il y a un problème aujourd'hui, effectivement, dans cette zone-là. Le capteur nous dit que… » Et après, il s'arrête là, son job. Et il appelle l'entreprise de maintenance. Et le rôle de l'entreprise de maintenance, c'est effectivement d'avoir cette information et de dire « Ah oui, il y a un problème. » Et eux, ils vont avoir un niveau d'accès supérieur à tous les paramètres et vont essayer d'aller voir ce qu'on peut régler comme problème. Donc, vous allez avoir besoin de personne derrière une GTC. Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est qu'une GTC, c'est bien beau de la concevoir, mais elle ne va pas vivre toute seule, hein. Donc, il va falloir des gens derrière et bien formés et repérer des personnes qui ont envie de faire ça et qui veulent se lancer dans utiliser une GTC. Parce qu'une GTC, quand elle coûte 50 ou 60 000 euros pièce, si elle sert parfois, comme je vois dans un EHPAD où ils regardent une fois par jour la température de CS pour la légionnelle, ce n'est pas la peine de faire une GTC. Autant ne rien faire. Donc, il faut que vous envisagiez tout de suite qu'il va falloir un être humain derrière, un ou des êtres humains qui vont l'utiliser. Donc ça, on pourra en reparler. Alors, en 2, la GTC, ça demande de l'expertise, effectivement. Donc, pour l'expertiser, il faut expertiser déjà la connexion à distance. Il faut qu'elle soit fluide. Parfois, elle est très délicate. On en a parlé tout à l'heure. Et il faut qu'elle soit sécurisée. Ensuite, les plans synoptiques et AF doivent être bien à jour. Hein, souvent, ils sont manquants dans les GTC existantes, ou ils sont imprécis, avec des erreurs, ou pas à jour. Donc, il y a plein de raisons qui font que ce n'est pas parfait comme on aimerait. Les équipements, il faut que tous les équipements qui consomment de l'énergie, donc les centrales de traitement d'air, les groupes frigorifiques, les chaufferies, tout ce qui consomme de l'énergie, tout ce qui est ce qu'on appelle le CVC, hein, tous les équipements des lots chauffage, ventilation, climatisation, soient remontés. Or, aujourd'hui, on a encore dans notre ère d'aujourd'hui des problèmes de connexion avec des équipements. C'est-à-dire que dans le cahier des charges, j'avais bien marqué le groupe froid doit communiquer avec la GTC qui va être mise en place, et on se rend compte que parfois le petit régulateur du groupe froid ne communique pas, qu'on n'arrive pas à le faire communiquer avec la GTC. Ce qui fait que votre GTC, elle est aveugle sur certains systèmes. Et il faut aller sur la toiture pour faire des réglages, ce qui n'est pas le but d'une GTC. Donc attention au protocole de communication et de bien vérifier qu'on communique bien. Donc les capteurs, il faut vérifier aussi qu'il y ait bien tous les capteurs et au bon endroit. Ça, c'est un vrai sujet. On a plein de problèmes de capteurs. Parfois, vous savez, c'est quand même le comble. On est sur des systèmes qui assurent le confort des occupants et on a plein de bâtiments, il n'y a aucune sonde d'ambiance. Donc on ouvre la GTC, aucun capteur de température ambiante. On ne sait même pas ce qu'il fait dans l'ambiance. Donc le premier travail sur la plupart des bâtiments, c'est de mettre des sondes d'ambiance. Donc il faudra rajouter des sondes d'ambiance. Nous, on est mal lotis. À l'université, on a 21 chaufferies gaz, plein de bâtiments, et 2/3 des bâtiments n'ont pas de sonde d'ambiance, quoi. Donc c'est quand même incroyable, hein. Alors que c'est notre mission principale de ces systèmes, c'est d'assurer l'ambiance et le confort. Ensuite, parfois elles sont mal positionnées. On voit plein de sondes de température extérieure qui prennent le soleil 2 heures par jour, qui vont décaler les lois d'eau. Bon, plein de petits problèmes comme ça, des inversions de sondes, des imprécisions, calibrage. Donc c'est important ça, j'insiste dessus parce que les capteurs, c'est quand même eux les chefs d'orchestre de votre GTC, hein. C'est eux qui vont piloter. Les réglages, alors les réglages, il faut vraiment qu'ils soient accessibles. Et là, on est souvent bloqué parce que, par exemple, si vous voulez modifier une loi d'eau, Corentin l'a montré, il faut qu'elle soit facile d'accès. Mais plus loin que ça, on a les paramètres pays
ce que j'ai noté dans le slide. Ça veut dire proportionnel intégral. Alors ça, c'est un peu technique, mais c'est les paramètres de régulation quand on voit des 23 voies qui n'arrêtent pas de pomper. Le pompage d'un équipement, c'est quand vous voyez, vous êtes dans un local technique et vous voyez une vanne, elle n'arrête pas en une minute de s'ouvrir, se fermer, s'ouvrir, se fermer. Ben, c'est souvent, alors ça peut être des problèmes de dimensionnement, mais c'est souvent des problèmes de paramétrage. Et souvent, dans les GTC, on n'y a pas accès. Donc, si vous voulez modifier ces paramètres P et I, eh bien, il faut demander une prestation à l'intégrateur qui va forcément vous facturer, parce qu'une journée intégrateur, c'est 1 000 €, mais modifier un paramètre PI, c'est très rapide. Et si vous n'y avez pas donné accès dans votre GTC, ben, vous êtes bloqué. Donc, il faut bien réfléchir à comment on conçoit sa GTC. Les enregistrements. D'être maître du temps, il reste 5 minutes. OK. Et les enregistrements, il faut absolument que vous ayez des enregistrements et des historiques, comme a montré Corentin les courbes. Hein. Les enregistrements, c'est les courbes que Corentin a montées. Il faut qu'on ait des bons enregistrements avec des pas de temps assez fins et des historiques sur 1 an, idéalement. Hein. Donc, aujourd'hui, la mémoire, ça ne coûte rien. Donc, il ne faut pas hésiter à avoir des bonnes capacités mémoire pour enregistrer vos paramètres. Et ça vous sert à l'expertise après de remonter dans les historiques. Donc, les courbes de suivi, souvent, ne sont pas développées. C'est quoi une courbe de suivi en quelques mots? C'est une courbe, vous cliquez sur un petit bouton et ça vous affiche directement, par exemple, la température ambiante, la consigne que vous vouliez et puis l'occupation sur un même graphe, en un coup d'œil. Et ces courbes de suivi, si vous ne les demandez pas dans votre cahier des charges, vous ne les aurez jamais. Le fabricant de GTC, il ne va pas vous le faire. Ça prend du temps et il faut l'écrire ce que vous voulez. Et ça, ce n'est pas facile, les courbes de suivi. C'est une notion sur laquelle il faudrait travailler. C'est vraiment un point important. Et puis la régulation, il faut pouvoir faire les ralentis. Et souvent, les cascades sont très mal régulées dans nos expertises. Et les cascades chaudières, comme a expliqué Corentin. Alors, en 3, les travaux. Eh bien, il faut réaliser une étude technique et une étude financière. Donc, étude technique, eh bien, déjà, il faut faire un point sur où vous en êtes dans votre GTC, rédiger un cahier des charges GTC. Et là, souvent, vous avez besoin d'un AMO GTC pour vous aider. Une étude financière avec les aides et les budgets à faire chiffrer. On ne peut pas répondre directement quel est le prix d'une GTC. Chaque cas est spécifique. Et les aides, Johan en a parlé. La consultation des entreprises. Donc, lancer un appel d'offres, sélectionner l'entreprise. L'AMO va vous aider à sélectionner l'entreprise la mieux disante. Et puis ensuite, suivre les travaux. Donc, il va falloir faire des modifs. Mais n'oubliez pas que quand on se lance dans une GTC, il n'y a pas que la GTC. Parfois, il faut changer des vannes. Il faut changer des pompes qu'on ne peut pas piloter. Donc, il peut y avoir de l'hydraulique et de l'aérolique à modifier. Et puis après, il faut bien réceptionner les travaux de GTC. Et ça, c'est un point important. Donc, les réglages, ensuite, moi, je conseille qu'il y ait une mission spécifique de 2 ans, parce que les réglages, c'est très long à faire sur une GTC. Ça ne se fait pas tout seul. Il y a un pré-réglage qui est fait, mais il faut au moins un hiver et un été pour régler des systèmes de chauffage et de climatisation. Et ça, c'est le pré-réglage. Et après, il y a la phase réglage, c'est la 2e année. Donc, il faut du temps. Et il faut une mission spécifique. Si vous ne la demandez pas, les réglages ne seront pas faits. Le gars, il va vous poser la GTC, il va partir, il sera payé et il ne reviendra jamais. Et donc, vous serez seul dans le bateau et vous ne l'utiliserez pas correctement. Donc, il faut bien faire une mission réglage de l'installation et prise en main. C'est le point 5. Il faut qu'absolument vous prévoyez dans votre prestation qu'une personne de l'entreprise de GTC vous suive et vous forme régulièrement. 2 heures par-ci, 2 heures par-là régulièrement pour que vous preniez bien en main votre GTC. Et puis après, apprendre à gérer les ralentis, les suivis de consommation et autres. C'est le but de la GTC. Voilà, 15 à 30% minimum d'économie. Si cette slide peut être faite en 3 minutes, désolé, je suis un petit peu chiant. 3 minutes, je veux parler de formation à la fin, donc je vais aller assez vite. Mais si vous voulez, cette diapo, elle est vraiment importante. Et dans le MOOC que je vais vous présenter à la fin, là, en fait, vous retrouverez vraiment une vidéo complète sur ce document. Et en fait, là, vous redécouvrez une chaîne, ce qu'on appelle la chaîne de compétences. Donc, on vous a fait des anneaux qui représentent les différents intervenants quand on veut faire une GTC. Et en fait, quand on fait un bâtiment neuf ou quand on rénove un bâtiment existant, côté GTC, il ne faut pas oublier qu'il y a un certain nombre de maillons qui interviennent. Par exemple, si on part du neuf, au départ, on a un maître d'ouvrage qui veut un bâtiment avec une GTC. Ensuite, il va s'encadrer d'un bureau d'études thermiques qui va lui rédiger finalement le cahier des charges de sa GTC et de ses systèmes énergétiques. Ensuite, l'entreprise CVC va réaliser l'installation. Et puis souvent, l'entreprise de CVC, elle n'a pas la compétence GTC, elle va s'encadrer d'un intégrateur, une entité extérieure, qui va réaliser la GTC. La GTC, c'est souvent le dernier lot sur un bâtiment. C'est un peu le parent pauvre, parce que vous savez qu'on est souvent en retard dans les délais, et c'est souvent le lot qui est traité en dernier et qui est souvent mal fini et mal
réceptionné, voire pas réceptionné. Donc, c'est un peu embêtant. Et après, qu'est-ce qui se passe? Votre GTC, il y a la société de maintenance qui doit l'utiliser, et souvent, elle n'est pas utilisée par les sociétés de maintenance, ce qui est bien dommage. Donc, il faudra l'imposer dans votre cahier des charges de la maintenance, que la société de maintenance l'utilise et à quel but. Et puis, l'utilisateur du bâtiment, qui est souvent oublié. Et c'est un maillon important, puisque c'est lui qui vit dans le bâtiment, c'est lui qui peut faire les remontées, et c'est lui qui doit utiliser la GTC. D'accord? Donc, je ne vais pas plus loin, mais c'est des étapes importantes, ça. De toute façon, tout est écrit dans les petits carrés, donc oui, effectivement, vous aurez tout sera sur le support par la suite. Et donc, pour finir, effectivement, hein, là, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, donc, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait pour y aller? Comment on peut faire? Ouais, comment on peut faire? Alors, tout dépend d'où vous partez, hein. Si vous avez un bâtiment qui est en régulateur, si vous avez déjà une GTC mais ancienne, si vous avez une GTC récente, voilà, ça dépend d'où vous partez. Mais la première chose, c'est effectivement d'expertiser votre GTC. La deuxième chose, après, une fois que vous avez expertisé, c'est de rédiger un cahier des charges de votre demande, des modifications que vous souhaitez. Et là, il faut vous encadrer, à mon avis, d'un AMO pour rédiger ce cahier des charges. Puis la troisième étape, après, c'est de passer à la phase consultation, retenir la mieux-disante des entreprises en trouvant la bonne, et puis ensuite, vous lancer dans les travaux et ne pas oublier cette étape de réception et de réglage. Et donc, c'est un travail de longue haleine, hein, ça ne va pas se faire en 2 mois, hein. C'est un travail de plusieurs années, ce que vous allez lancer parfois. Et alors, il faut se former sur ces métiers. Et donc, pour se former, nous, de notre côté, alors moi, j'ai réalisé avec Claude Moimeau, mon collègue qui est maintenant en retraite, mais qui avait un énorme bagage, on a réalisé un MOOC sur la plateforme MOOC Bâtiment Durable, sur laquelle vous pourrez aller, et qui s'appelle Optimisation des chaufferies, conception, régulation, gestion, où on aborde tous ces sujets. Et c'est un parcours pédagogique, alors on peut peut-être le présenter sur la diapo suivante. Voilà, merci Johan. Et séquence 1, la première séquence, c'est plutôt c'est quoi une chaufferie. On explique les différentes parties. En séquence 2, on explique comment on conçoit la régulation d'une installation. En séquence 3, on va expliquer le fonctionnement détaillé des réseaux de départ radiateurs, planchers chauffants, centrales de traitement d'air et réseaux ECS. C'est ce qu'on rencontre sur la plupart des sites. En séquence 4, on forme sur la partie production, donc justement tout ce qu'on a expliqué avec des chaudières, avec des pompes à chaleur, avec des chaudières bois, des chaudières gaz. On voit un peu toutes les combinaisons possibles au niveau conception. Et puis la dernière séquence, qui est celle d'aujourd'hui, c'est la régulation et la GTB. C'est certainement la plus compliquée, où on montre tout le pilotage et comment faire du pilotage optimisé, avec un peu ce que Corentin vous a présenté de façon illustrée sur un exemple. Et donc, ce qu'on présente, alors aujourd'hui, on est très sollicité sur, vous ne pouvez pas la trouver en ligne, cette formation, elle ne tourne pas au niveau national en ce moment. Alors, on a 30 000 personnes qui l'ont vu, ce MOOC, bien sûr, et il fait partie de la formation de nos étudiants de Master 1. Et on propose aujourd'hui dans des entreprises, on forme des entreprises comme là, je viens de former par exemple Engie Solutions, hein, leurs 15 ingénieurs, à partir de ce MOOC, et on rajoute des classes virtuelles. Généralement, on fait 6 classes virtuelles sur 2 mois, des classes virtuelles de 2 heures, une par semaine. Donc, les apprenants suivent la séquence 1 du MOOC, puis ensuite font une classe virtuelle de 2 heures pour appliquer, puis la séquence 2 la semaine suivante, puis une classe virtuelle, et ainsi de suite. Et on se voit 2 journées en présentiel après sur place pour traiter les études de cas que ramènent les stagiaires. Et on fait des formations, c'est des groupes d'une quinzaine de personnes. Et donc là, il y a pas mal de demandes sur les lycées en ce moment, et peut-être sur le domaine de la santé, à voir, parce qu'il faut monter en compétence. On a besoin de gens qui montent en compétence sur ces sujets-là. Très bien. Merci beaucoup, Jean-Luc. C'était pas évident avec tout ce que tu as dit en si peu de temps, mais merci de t'être adapté. Désolé d'avoir un petit peu poussé. Donc voilà, beaucoup d'infos. Effectivement, une première partie sur le décret BAX en 2025 et les aides et bonifications jusqu'à fin 2023. La partie très bien expliquée et technique pour montrer le potentiel d'une GTB-GTC avec Corentin et le retour d'expérience sur les œuvres de Pimbron. Et pour finir, hein, comme Jean-Luc vient de l'évoquer, donc comment structurer son projet, les différentes étapes, les différents acteurs, les petits tips, les petits points de vigilance à avoir pour être sûr d'être le plus satisfait possible à la fin. Effectivement, c'est complexe, c'est technique. Après, ce qu'il faut se dire, hein, on peut avoir une GTC aux petits oignons, ce qui peut être très rare, mais rien qu'avec déjà cet outil, on peut déjà quand même faire au moins facilement 15% sans pour autant aller gratter toutes les petites choses pour atteindre les 30. Mais ce qui est possible si tout ça est bien structuré. Merci beaucoup. Donc, je vois qu'il y a 31
Donc, je vais arrêter le partage de l'écran pour voir un petit peu les personnes. Donc, on est 72, on a perdu une petite vingtaine de personnes. Mais voilà, si vous voulez, on peut prendre les questions. Je ne les ai pas trop vues moi, défiler. Mais est-ce que Tu veux? Lucie, Ouais, je peux les prendre au fil de l'eau si vous voulez. Oui, oui, allez-y, Jean-Luc, ce sera plus simple. Ouais, ça sera peut-être plus simple. Je vais Alors, le peut-être. but n'est pas forcément de répondre à tout, hein, c'est de Non, répondre de façon voilà, assez précise et concise pour il en faire le faut plus pas qu'on est possible. frustré quand même. On va essayer. Il nous reste quoi, 5 minutes, 5-10 minutes? Ouais, il reste 5 minutes, allez, 4-5 minutes, et après le temps de conclure. Et puis voilà, si vous avez encore 4-5 minutes à nous accorder, Allez. ça serait génial. Dans le fil, je reprends quel était le coût de la GTC, ça on y a répondu. Est-ce qu'il y a un risque lorsqu'on diminue la température de départ des chaudières concernant les cours cycles? Ça, on n'y a pas répondu, mais en fait, je peux y répondre en 2 secondes. Il faut faire attention, mais là, il faut se former. Hein. Parce qu'en fait, vous avez des chaudières avec brûleur tout ou rien, brûleur 2 allures, brûleur modulant. Et chaque système est spécifique pour parler de cours cycle. Donc là, je suppose que vous voulez penser à des cours cycles en termes de brûleur tout ou rien. Donc effectivement, là, il faut que la chaufferie soit bien, les puissances soient bien adaptées. Et puis, il faudra bien réfléchir pour effectivement éviter les marches arrêts des équipements. Hein, puisque chaque fois qu'on fait des marches arrêts, on dégrade les rendements, puisqu'à chaque arrêt, perte à l'arrêt, et à chaque redémarrage, perte au démarrage. Donc, il faut éviter les courts cycles. Bon, ça, c'est un vrai sujet technique. Il faudrait l'aborder en formation, ce sujet-là. Alors, si je continue, sauf que le fil, il se balade tout le temps en fonction des questions qui arrivent, alors c'est un peu compliqué. Alors, attendez, que je me repère, ça, c'est fait. Jusqu'où devons-nous aller dans la gestion du bâtiment avec une GTC de classe A ou B? C'est HC It's Christian qui demandait. En fait, par exemple, typiquement, un système suiveur, comme vous l'a expliqué Corentin, c'est de la classe A. Vous voyez, si on veut aller en classe A, il faut vraiment aller très loin. Mais là, il faudra développer classe A et B aussi. Hein, c'est assez subtil. Donc là, il faudra rentrer dans la norme qui explique les classes. Il y a une Comment question de Geneviève Delacour. Hein. Est-ce que vous avez un nombre de GTB, GTC que vous avez expertisé en établissement de santé? Quel constat vous faites sur le secteur? Ouais, je vais y arriver à celle-là. Ah, Attends, pardon, désolé, j'ai sauté. je les prends en descendant dans l'ordre parce que sinon Ok, je vais pardon. me paumer. Je vais en Moi aussi, rater. ça bouge, c'est pour ça. Ouais. Alors ensuite, il y avait comment procède-t-on pour faire une expertise GTC existante? Alors là, Johan et Corentin, vous pouvez peut-être répondre, mais je pense que vous, ça peut être votre rôle aussi de les aider un peu dans l'expertise au départ. Alors effectivement, nous, notre rôle, c'est de vous aider. Après, en fonction de la compétence qu'on a et ce qu'on se positionne en termes d'experts, d'animateurs, de facilitateurs pour vous, dans tous les cas, voilà, nous, on a de la doc, on a des contacts, on a plus ou moins de la connaissance technique. Pas plus tard que la semaine prochaine, hein, on passe une après-midi tous les 12 là, avec une société de GTB-GTC pour monter encore plus en compétences dans les liens, les connectiques, les intégrateurs. Donc voilà, nous aussi, on se forme pour vous accompagner le mieux possible. Voilà, après, je ne garantis pas qu'on aura la réponse à est-ce que tel capteur est mieux que machin truc ou pas, mais en tout cas, voilà, on monte aussi en compétence, on aura toujours une réponse ou un contact, en tout cas, à vous donner. Voilà, c'est un peu une réponse de Normand, hein, mais je ne peux pas répondre Non, mais je autre pense chose que que ça. c'est bien. Alors après, je dirais qu'il y a 2 étapes pour quand on expertise une GTC. On peut déjà faire une expertise à distance. En 1 à 2 heures avec Corentin, là, on en avait fait une l'autre fois, on voit beaucoup de choses à distance, sans se déplacer. Et puis après, vraiment, quand on va faire l'expertise et quand on va rentrer dans le dossier pour investir, là, on va vraiment aller expertiser, mais c'est pas nous, là, c'est vraiment un bureau d'études il faut faire une mission avec un AMO et on va vraiment poser l'expertise. On peut le faire en 2 étapes. On peut faire une pré-expertise, on va dire, peut-être, à distance, et puis ensuite, une vraie expertise. La température, ça c'est Peut-être en prendre encore 3-4 questions, puis après, de toute façon, nous, la boîte de dialogue Zoom s'enregistre, donc on aura les questions auxquelles on n'a pas répondu si jamais il y a besoin, ou sinon faites-nous un mail par la suite et on y répondra. Ouais. Désolé, hein, vous êtes beaucoup aujourd'hui, c'était assez conséquent, donc voilà, on est un petit peu par le temps. Attends, je continue dans le fil, on devrait y arriver. Mais ça arrive, mais on devrait y arriver. Alors, grand nombre de relèves de chaudières sont paramétrées en bascule, chaudière 1, chaudière 2. En cas de défaut, sans optimiser les rendements, en couplant les deux lors de forte demande. Là, c'est tout le sujet, c'est Jérémy qui nous pose la question, c'est tout le sujet du pilotage des cascades. Corentin a commencé à l'expliquer et c'est devenu compliqué et c'est très, très mal fait ça. Et là, vraiment, on l'explique bien dans la séquence 5 du MOOC. Mais là, il faudrait rentrer dans les détails parce que si vous avez une chaudière gaz avec brûleur modulant couplée à une vieille chaudière en brûleur tout ou rien, comment on fait? Si vous avez 2 chaudières à brûleur modulant à condensation, comment on fait? Si on a une pompe à chaleur couplée à une chaudière gaz, comment on fait? En fait, chaque cas est spécifique. Donc là, il faut vraiment du temps pour travailler là-dessus. Mais c'est une très, très bonne question et c'est un point très délicat et souvent très mal piloté. Alors,
Je ne réponds pas explicitement parce que ce n'est pas facile, mais je donne juste quelques éléments. Alors, grand nombre, je trouve que votre présentation est très détaillée dans le pilotage, optimisation et difficulté de trouver les entreprises compétentes. Oui, ça, on en a parlé. Il faudra peut-être vous les aider, vous faire une petite liste des entreprises que vous identifiez compétentes. Je pourrais peut-être vous aider, je regarderai ce qu'on peut trouver. Est-ce qu'on a des exemples de chiffrage, mise en place de GTB? Ben oui, on en voit beaucoup passer, mais c'est des cas spécifiques pour chaque client, donc chaque projet est spécifique en fait. Vous faites appel à une entreprise extérieure pour les modifications de programmation sur les automates? Ben oui, souvent, déjà, pour rentrer dans le programme d'un automate, il faut la licence logicielle. Si vous prenez par exemple une GTC de marque Schneider, on n'a pas trop parlé de marque, mais vous avez du Schneider, du Deltador, comme Corentin a présenté, Trend, vous avez Saya, vous avez WIT, bon, il y en a beaucoup de marques, laquelle reprendre déjà. Et puis je dirais que quand vous voulez rentrer dans le programme, souvent il faut passer par l'intégrateur parce qu'il n'y a que lui qui a la licence logicielle pour rentrer dans le programme de l'automate. Puis il faut connaître le langage de programmation. Donc c'est vraiment un travail d'expertise. Donc, et une licence, des fois, pour rentrer dans le programme, c'est 10 000 € pièce, la licence. Donc vous n'allez pas vous payer ça pour rentrer de temps en temps dans le programme. Puis il faudrait se former à la programmation. Bon, c'est pas toujours évident. C'est pas des systèmes ouverts, quoi. Il y en a de plus en plus, il commence à y en avoir, mais souvent c'est des systèmes packagés et puis il y a des droits d'entrée qui sont un peu lourds. Alors ensuite, est-ce qu'une GTC performante peut remplacer un logiciel de maîtrise de l'énergie? Oui, une GTC bien développée, elle devrait permettre d'intégrer la maîtrise de l'énergie. C'est exactement ça. D'où l'intérêt de bien développer le cahier des charges. Voilà, c'est ce qui a été répondu par Lucie. Très bien. 2 € par mètre carré. Oula, ça, je ne sais pas. Incapable de vous dire. C'est un peu réducteur, je pense, 2 € par mètre carré. Alors, ça arrange pour faire des chiffrages rapides, mais c'est compliqué. Ça dépend d'où on part, de ce qu'on a comme équipement. Sur un hôpital, je pense que ce n'est pas ça. C'est très technique. Il y a des salles blanches avec des CTA très pointus, donc ça peut être très variable. Après, juste rapidement, sur les logiciels, il faut bien différencier. Actuellement, il y a ce qu'on peut appeler le système de management de l'énergie ou système de remontée automatique des consommations type énergie, Smart Visio, où là, on remonte automatiquement vos consommations d'énergie. C'est différent d'une GTC où là, on vient paramétrer les équipements pour réduire ces consommations. C'est deux choses différentes. Il y en a un, c'est la remontée de données, l'autre, c'est réduire les consommations. Voilà, en gros, je fais rapidement, mais voilà, c'est bien deux choses différentes. Mais une GTC, normalement, elle récupère toutes les informations des compteurs et elle a tout intégré dedans. Elle fait également aussi, effectivement. Mais oui. le système Adviseo, les systèmes de remontée automatique des consos ne font pas GTB, GTC, par contre. Ça ne marche pas dans ce sens-là. Alors, juste au passage, comme on parle de ce point quelques secondes, moi, j'ai vu pas mal d'entreprises, de jeunes entreprises qui se sont créées et qui viennent vous proposer des solutions de comptage. Alors, moi, j'ai déjà bloqué dans ma mairie où j'habite ce type d'entreprise parce qu'en fait, ils viennent faire du comptage et ils vous disent on va vous mettre des compteurs avec de la location et tout ça. Mais au bout d'un an, quand on a les comptages et les compteurs, on ne peut rien faire avec leur système. Donc, il faut vraiment faire une GTC. Ne mettez pas des compteurs, ça ne sert à rien. Il faut mettre une GTC et les compteurs vont remonter sur la GTC. Parce qu'il faut pouvoir agir si vous voulez faire des économies. Donc, le comptage, c'est bien beau, il faut mettre du comptage, mais le compteur seul, il ne sert à rien. Ne pas séparer bien comptage et pilotage de système. La GTC, elle permet de relever les compteurs, mais elle permet de piloter chaque équipement. C'est un point important parce que je vois du business qui est en train de se faire et je ne suis pas très content parce que ça m'agace un peu. Il en faut du comptage. Mais souvent, en plus, on connaît ces chiffres. Donc, il faut du comptage, mais il faut surtout une GTC. Alors, entre autres, Syrizea, Greenflex propose des AMO, GTB, GTC. OK. Il y a des contacts, là, vous regarderez dans le chat. Il y a Lucie qui vous a mis déjà des premiers contacts. Très bien. Autre Rex, moins 20% en un an. OK, très bien. Olivier Sidler a fait… Ah oui, Olivier Sidler, je connais bien. Il a fait note. Très bien. À lire. C'est souvent pertinent. Merci pour Juste une petite question peut-être, Jean-Luc, avant de clôturer quand même, pour vraiment pas dépasser, mais si on reprend la question de Geneviève… oui. Attends, il y a une question importante avant. Il y a un pas de temps. Le pas de temps idéal, alors ça, c'est un vrai sujet que j'ai eu il n'y a pas longtemps. On a une GTC sur Niort où les pas de temps étaient de 15 minutes. Et j'en ai fait une autre aussi, c'était pareil. Eh bien, les pas de temps 15 minutes, ça ne va pas. 10 minutes non plus. Quand on… alors, ce n'est pas facile à répondre à la question, mais les pas d'enregistrement, quand on veut mettre au point, par exemple, des problèmes de pompage d'équipement, il faut être à la minute, voire en dessous.
Sinon, on ne peut pas régler les paramètres PID correctement d'une boucle de régule. Mais par contre, il faut le faire qu'au moment du réglage. Une fois que les réglages sont affinés, c'est terminé. Et après, on peut repasser sur des pas de 10 minutes. Vous voyez, 10 minutes sur une sonde d'ambiance, c'est bien. Il ne faut pas trop saturer les mémoires, les capacités mémoire. Mais en fait, il faut qu'il y ait un petit menu où on puisse de temps en temps passer à 1 minute, si on le veut, pour faire le réglage, puis après rebasculer sur 10 minutes. Ça, c'est un point important dans les GTC. Merci pour cette... Bonjour. Alors, il y avait la question, tu disais, de Geneviève. Bonjour, vous avez expertisé combien de GTB, GTC d'établissements de santé? Quel constat faites-vous sur le secteur? Ouais, je la vois. Geneviève de la Tour, de la la Cour. Des GTC, combien on a? Je ne les compte pas, mais ça fait 20 ans qu'on fait ça, donc on en a vu passer un paquet. Hein. Et donc, dans le domaine de la santé, on n'a fait que Niort pour le moment. Donc, on a fait 6 bâtiments à Niort. Et quel constat on fait? Eh bien, on a toujours les mêmes constats. C'est-à-dire que Corentin a bien mis en avant, on n'avait pas pris les. Corentin, il n'a pas choisi l'étude de cas n'importe comment. Hein. Elle a été choisie parce que dessus, on a typiquement les problèmes, l'ambiance, donc toujours les problèmes de consignes non respectées et les ralentis qui ne sont pas bien faits. Pour faire un ralenti, on en parlait avec Johan et Corentin, effectivement, quand on ne peut pas faire mieux, on abaisse la loi d'eau le soir. On envoie de l'eau moins chaude. Mais ce n'est pas la bonne solution. Je me tue en France à l'expliquer à tout le monde. Et dans le MOOC aussi. Et avec Johan, on en a parlé l'autre jour. Il faut, si vous pouvez, arrêter les équipements quand on peut. On ne peut pas tout le temps. Hein. Donc, quand on ne peut pas, on abaisse la loi d'eau. Hein. Mais quand on peut, on va arrêter des pompes. Il ne faut pas hésiter. Mais là, Corentin l'a expliqué, il faut être pragmatique, il faut mettre un stagiaire, parce que quand on arrête des pompes, si les gens se plaignent d'inconfort, vous allez planter votre projet d'économie d'énergie et les gens ne veulent plus entendre parler d'optimisation. Et donc, il faut y aller avec pragmatisme, identifier hydrauliquement les réseaux, vérifier que sur le réseau où vous coupez la pompe, il n'y ait pas de problème d'occupation pendant que vous coupez la pompe. Enfin, il faut y prendre un peu de temps, quoi. Ça ne se fait pas, ce n'est pas un marche-arrêt tout simple le soir. On voit bien, vous l'aviez dit tout à l'heure, et nous, c'est ce qu'on voit aussi, qu'on soit en collectivité, santé, tertiaire, et j'en passe, il y a du gain de réglage à faire partout, ça on le sait. Enfin, il n'y a pas un bâtiment qui est à 100% bien réglé aujourd'hui en France, je pense. Donc voilà, santé ou pas, il y a du très beau potentiel. Je vois qu'il y a d'autres questions, mais après, c'est surtout des remerciements. Voilà, on va s'arrêter ici, désolé pour les autres. J'ai vu des questions techniques sur les capteurs, voilà, je les prends, on vous les retransmettra par la suite, mais voilà, merci du coup encore beaucoup à Jean-Luc et Corentin pour le temps consacré quand même à faire ces slides, ce webinaire, répondre à vos questions. Merci vraiment à vous deux. J'espère une fois de plus qu'il vous a plu, que vous n'avez pas perdu votre temps. Question satisfaction, je vous envoie. Donc merci de prendre 5 minutes pour le remplir. N'hésitez pas à être une fois de plus franc et franche et comment on peut s'améliorer, quel thème est-ce qu'on a eu des trous dans la raquette aujourd'hui. Donc voilà, et merci encore à vous tous et toutes. Oui. Johan, juste un petit point, parce que je vois plein de personnes qui me disent mais comment me contacter? Je peux peut-être leur mettre mon mail? Alors, votre mail a été mis dans la boîte de dialogue et sera sur le slide. Après, on ne va pas vous harceler, hein. Passez d'abord quand même par les conseillers régionaux qu'on a, sauf si vous voulez répondre à toutes ces questions pour nous. Hein. Écoutez, je ne vais pas dire non. mais voilà, mais voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. On fera en sorte de vous répondre. Et sur ce, très bon appétit, très belle semaine. Et merci encore. Merci. Au revoir. J'ai mis mon mail dans le fil de discussion.